Voilà. Donc, bienvenue à cette conférence en ligne, ce webinaire de Genedis. Merci d'avoir pris un peu de temps durant votre pause de midi pour venir écouter quelques bonnes pratiques au niveau des économies d'énergie. Nous sommes en votre compagnie, Mathieu Gasser. Bonjour, responsable de efficience énergétique, et moi, Joël Bocat, responsable marketing. Quelques petites infos techniques, on a coupé vos micros et vos caméras pour que ça se passe pour le mieux, on dira. Ensuite, si vous avez des questions durant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans soit conversation, dans le Q&R, vous avez dans la barre des tâches au sommet. On y répondra à la fin. On va partir sur une vingtaine de minutes de présentation et puis on va laisser entre 5 et 7 minutes à la fin pour les questions. On aurait pu aborder ce premier webinaire en donnant quelques conseils un petit peu bateaux sur les économies d'énergie, en disant que le kilowattheure le moins cher, c'est celui qui n'est pas consommé, ou des gestes simples. On est parti plutôt du principe d'aborder 3 thématiques: l'enveloppe du bâtiment, les pompes à chaleur et les panneaux solaires. En une minute, vous rappelez qui est Genedis. Donc, Genedis est l'une des principales entreprises valaisannes des secteurs de l'énergie et du multimédia. On est actif du Valais central au Lavaux. On emploie près de 250 personnes pour desservir plus de 65 000 clients entre l'électricité et le multimédia, avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de plus de 110 millions. Notre activité principale concerne la distribution d'énergie et l'approvisionnement en électricité et en multimédia de nos clients. Mais depuis plusieurs années, nous avons développé des nouveaux services tels que les audits énergétiques, les solutions photovoltaïques, thermiques, la recharge, la mobilité électrique. On gère également des réseaux d'eau, de chaleur et de télécommunications. Et pour la partie multimédia, nous distribuons les produits NetPlus que vous connaissez certainement. Et par ce biais-là, nous disposons d'une gamme complète de prestations TV, Internet et mobile. Donc, je cède la parole à Mathieu qui va attaquer dans le vif du sujet pour la partie efficience énergétique. Merci Joël. Alors bonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire qui s'intitule Économie d'énergie, les bonnes pratiques. Donc, comme l'a dit Joël en préambule, l'idée c'est qu'on puisse toucher à 3 thématiques qui permettent de diminuer la consommation énergétique de manière durable. La première, c'est l'assainissement de l'enveloppe thermique des bâtiments. Deuxième thématique est la pompe à chaleur. On en entend beaucoup parler. C'est une solution qui est très médiatisée et qui a le vent en poupe. Et donc, on va essayer de vous faire un petit peu mieux comprendre le fonctionnement et les limites potentielles de cette solution. Et pour finir, les panneaux solaires, qu'ils soient thermiques ou photovoltaïques, quels sont les grands axes à prendre en considération quand on parle de diminution d'énergie, de consommation énergétique. La première de ces thématiques, c'est l'assainissement de l'enveloppe thermique. Votre bien immobilier, dans l'idée, on aimerait qu'il ne ressemble pas à ça. Ça, c'est un bâtiment qui n'a pas été assaini, c'est un bâtiment où aucun investissement n'a été entrepris pour faire en sorte que son enveloppe thermique reste de bonne qualité. Et ça, c'est lié au fait que chaque élément de construction a une durée de vie qui lui est propre. On parle de 50 ans pour les toitures, 40 ans pour les façades, et puis en ce qui concerne les fenêtres et le chauffage, on parle plutôt de 25 ans de durée de vie. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est le laps de temps durant lesquels, ou à la fin desquels, il va falloir réinvestir de l'argent et puis remettre aux normes ces éléments-là pour assurer la pérennité du bâtiment et donc de l'enveloppe thermique. Donc, pourquoi assainir son bâtiment? Je viens de le dire, c'est nécessaire pour maintenir une bonne qualité et une bonne longévité de ce bâtiment. Et c'est également important de le faire pour diminuer la consommation inhérente d'un bâtiment et donc économiser à long terme. On parle également de conditions fiscales et de subventions. Vous l'avez beaucoup entendu parler certainement au moment du débat sur la suppression de la valeur locative. On parle également souvent des subventions, qu'elles soient cantonales ou communales, pour les rénovations énergétiques. Eh bien ça, c'est des mécanismes qui sont mis en place pour promouvoir l'amélioration et l'assainissement
des enveloppes thermiques de nos biens immobiliers. Le troisième critère, c'est le confort de vie. Les gens qui nous écoutent et qui ont fait un remplacement de fenêtres ces derniers temps et qui ont installé par exemple du triple vitrage, eh bien, je pense que vous pouvez clairement témoigner de la différence que c'est au niveau de la qualité et du confort de votre quotidien. L'autre question, c'est pourquoi maintenant ? Donc actuellement, on est encore dans une situation où les subventions sont intéressantes, de 1 au niveau cantonal et de 2 dans les communes. Beaucoup de communes soutiennent également la rénovation des enveloppes grâce à des subventions communales. Ensuite, la défiscalisation, eh bien, elle est encore possible jusqu'au 1er janvier 2029, date de la fin de la valeur locative. Elle sera potentiellement pas supprimée. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir des changements au niveau de la défiscalisation. Et actuellement, jusqu'à cette date butoir, on sait que tous les travaux qui sont liés à l'amélioration énergétique des bâtiments, eh bien, sont défiscalisables. Troisième élément, le marché de l'immobilier, il est en croissance. Et actuellement, ce que vous allez investir sur votre bien immobilier, eh bien, dans un marché en croissance, va permettre de faire fructifier ces investissements par l'augmentation de la valeur de votre bien sur un marché qui est bien en croissance. On va prendre un petit moment maintenant pour voir l'état des isolations ou la consommation des bâtiments, on va dire par décennie ou par période de construction depuis les années 1920, où on voit que jusqu'en 1970, les bâtiments consommaient énormément d'énergie et les techniques de construction n'étaient pas très, on va dire, isolantes. C'est-à-dire que les bâtiments étaient très peu isolés, les fenêtres étaient aussi peu isolantes. Et tout ça, ça fait que c'est des décennies pendant lesquelles les bâtiments qui ont été construits à ces moments-là, eh bien, consomment énormément d'énergie. Dès les années 1970, eh bien, graduellement, on a mieux isolé les bâtiments. La technologie a également avancé dans le sens, ce qui fait qu'on est actuellement maintenant sur des standards Minergie qui consomment près de 4 à 5 fois moins d'énergie qu'un bâtiment donc à géométrie identique qui a été construit dans les années 1970. Et ça, c'est lié à ce que je vous disais au début, qui est l'assainissement régulier des éléments d'enveloppe. Cette consommation des bâtiments, elle a un effet qui est assez clair, c'est-à-dire qu'on ne va pas traiter un bâtiment qui a été construit dans les années où on isolait peu, comme on traiterait un bâtiment qui a une isolation qui est moderne. On parle beaucoup de CECB ou de CECB+. Ça, c'est un outil qu'on utilise pour analyser et puis définir des stratégies pour les bâtiments qui ont été construits typiquement avant 1990. Parce que cet audit nous permet de prendre le bâtiment de manière globale et d'identifier tous les potentiels d'amélioration qu'il y a et puis de les mettre sous forme de stratégie pour avoir vraiment une stratégie globale et sur l'enveloppe et sur le chauffage pour ces bâtiments. Pour les bâtiments qui sont plus légèrement, on va dire, plus modernes, donc dès 1990, on a un autre outil qui s'appelle Chauffer renouvelable, qui est un programme de la Confédération qui permet d'identifier quelle est la meilleure solution pour remplacer le chauffage. Et donc là, on s'intéresse un petit peu moins à l'enveloppe du bâtiment, puisque c'est des bâtiments qui ont une isolation qui est quand même relativement bonne. Et à ce moment-là, on parle vraiment de quelle est la meilleure solution pour le chauffage. En parlant de chauffage, on se rend compte qu'il y a une grosse différence entre les potentielles solutions pour chauffer les bâtiments s'ils ont été peu, moyennement ou bien isolés. Et vous voyez sur cette infographie, les bâtiments qui ont été construits avant 1990, typiquement dans les années 70 ou 80, eh bien, ils n'ont pas accès à une technologie basse température qui est la pompe à chaleur, on va en parler dans quelques minutes, mais sont entre guillemets cantonnés aux énergies qui sont à haute température comme le bois ou le chauffage à distance et malheureusement également le fossile. Vous avez certainement vu que la législation cantonale veut diminuer drastiquement, voire supprimer tous les chauffages fossiles dans les prochaines années liés à la stratégie énergétique. Et donc, automatiquement, le fait d'isoler un bâtiment permet de se laisser plus de marge de manœuvre
au niveau du chauffage. Donc, comment on commence avec ça? Et c'est là que je veux en venir. Le premier pas, c'est l'audit énergétique. Et je me répète, avant 1990, on a un audit énergétique qui s'appelle le CECB+, qui permet d'évaluer la totalité du bâtiment et puis de définir des stratégies qui sont claires et globales, autant sur l'enveloppe que sur le producteur de chaleur. Et pour les bâtiments qui sont plus récents, qui ont été construits typiquement après 1990, eh bien, on a ce programme chauffé renouvelable qui, chez nous, s'appelle Energy Check, et puis qui permet d'avoir une étude sur le remplacement du système de chauffage, plus précisément, quelle serait la meilleure solution renouvelable pour votre bâtiment. Donc ça, c'est le premier pas. Et pour vous rendre compte ce qui va se passer, ce qui va découler de cet audit, qui est donc un choix, c'est les mesures à réaliser, la sécurisation du financement. Il faudra aller chercher des offres au niveau des entreprises, faire potentiellement une mise à l'enquête publique, faire une demande de subvention et, pour finir, réaliser ces travaux. Et toutes ces choses à faire, eh bien, vous allez vous rendre compte que en ayant pris les bonnes décisions au début, en se basant sur le bon audit pour le bon bâtiment, eh bien, tout ce qui en découle devient beaucoup plus clair, beaucoup moins compliqué et automatiquement va générer beaucoup moins de coûts. On le voit et on le sait dans la préparation et dans la gestion des projets, plus on prend des décisions tôt dans un projet, eh bien moins elles coûtent cher. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire et ce qu'on fait avec ces audits énergétiques, que ce soit le CECB+, ou bien le chauffeur renouvelable. Quand tu dis que tout est défiscalisable au niveau des mesures qu'on va mettre en place, mais les audits en elles-mêmes sont défiscalisables aussi. C'est tout à fait juste, et je ne l'ai pas mentionné, mais en effet, les audits eux-mêmes sont considérés comme des mesures d'amélioration énergétique et donc sont défiscalisables. Et en vitesse, encore une petite question. J'ai cru comprendre que dans certains cantons, si on voulait revendre un bien, l'audit CECB l'étiquette énergétique du bâtiment était obligatoire. Typiquement, c'est le cas dans le canton de Vaud, où pour chaque vente immobilière, un CECB va être demandé pour être sûr que l'acheteur ou le potentiel acheteur sache quelle est la qualité isolante de son bâtiment qu'il veut acquérir. Très bien, merci. Le deuxième sujet de ce webinaire, c'est la pompe à chaleur. On en entend beaucoup parler, et puis je vais essayer de vous expliquer de manière un peu imagée comment est-ce qu'une pompe à chaleur fonctionne. Imaginez, on a un cube avec des trous, et puis on a une pompe donc l'idée c'est de remplir ce cube d'eau. Plus on va monter, plus l'eau va pouvoir s'échapper avec les différents trous qu'il y a dans ce cube. La réalité, c'est que ces trous représentent les pertes thermiques de votre bâtiment. Et si on veut augmenter le niveau d'eau dans un cube, eh bien, donc un cube perforé, il va falloir mettre plus d'électricité pour faire tourner une pompe de manière plus intensive et ça va consommer plus d'énergie. C'est exactement le même principe avec une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur, elle va tourner de manière assez peu énergivore si la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur, eh bien, elle est faible. Et puis, s'il y a une différence de température qui est grande entre l'extérieur et l'intérieur, bien, la pompe à chaleur, elle va devoir consommer plus d'électricité pour fournir la même énergie. Et c'est exactement ce qui se passe quand on parle d'un chauffage à basse température, typiquement 45 degrés dans une installation de chauffage par le sol, ou bien alors un chauffage à haute température, typiquement 60-65 degrés dans des radiateurs en fonte. Eh bien, vous voyez que la différence entre ces températures-là ne permet pas toujours d'avoir un fonctionnement qui est optimal, et en tout cas, la pompe à chaleur comme technologie va consommer plus d'électricité. Schématiquement, une pompe à chaleur, on dit souvent, en fait, ça prend de l'énergie dans l'environnement. Alors là, c'est de l'air sur cette image. Ça pourrait être de l'eau liée à de la géothermie, ça pourrait être de l'eau liée à une nappe phréatique. En attendant, il y a toujours une source. La source d'énergie, en l'occurrence, c'est cet air. Et on va prendre l'énergie de l'air ambiant et puis la mettre dans l'eau de chauffage qui tourne à l'intérieur du système de radiateur ou du système de chauffage par le sol. Donc, dans ce cas précis, on va prendre 3 kW, donc 3 unités d'énergie thermique de l'air. Et
Pour faire ça, il nous faut 1 kW d'énergie électrique qu'on prend sur le réseau électrique. Et puis, ça nous donne donc 3 plus 1, 4 kW d'unité d'énergie thermique qui va être mise dans l'eau et donc fournie au bâtiment. Quand on parle de pompe à chaleur, on parle toujours d'un coefficient de performance, un COP. Et vous l'avez certainement entendu, eh bien, le COP, c'est uniquement l'énergie utile, donc les 4 kW, divisé par l'énergie investie. C'est grosso modo ce qu'on a pu mettre dans le bâtiment et puis divisé par l'énergie investie qu'on a dû acheter sur le réseau, dans ce cas-là, électrique. Et un COP de 4, c'est un bon COP, c'est plus ou moins ce qui se passe, ce qu'on a dans les machines modernes. Eh bien, ça veut dire qu'avec 1 kW électrique, vous arrivez à générer 4 kW thermiques, contrairement à un radiateur électrique qui a un COP de 1. Donc, c'est-à-dire que 1 kW électrique donnera 1 kW thermique. Ce COP, on essaye qu'il soit le plus haut possible. Et malheureusement, la technologie de la pompe à chaleur fait que plus la température extérieure, donc la température de l'air extérieur est haute, eh bien, meilleur est le COP. Et puis, ce qu'on dit aussi, c'est que plus la température de l'eau de chauffage, donc l'eau à fournir dans le bâtiment, est basse, eh bien, meilleur est le COP. Donc, ce qu'on aimerait, c'est fournir de l'eau à assez basse température, typiquement dans un chauffage au sol à 30-35 degrés, et puis avec de l'air extérieur qui est, dans un monde idéal, pas trop froid. Et c'est là qu'on voit que la pompe à chaleur aura une limitation dans l'altitude. On dit que typiquement au-dessus de 1500 mètres, il faut faire attention, il faut dimensionner correctement une installation de pompe à chaleur pour être sûr qu'elle puisse avoir un coefficient de performance qui soit bon. Je profite de démystifier quelque chose. On parle souvent des pompes à chaleur comme étant bruyantes. Et si ça a pu être le cas, si ça a pu être vrai il y a une vingtaine d'années dans les premières générations de pompes à chaleur, vous voyez ici un comparatif du bruit généré par une pompe à chaleur en comparaison avec d'autres environnements. Et on voit que c'est typiquement une machine comme ça se trouve entre le bruit d'une forêt et le bruit d'une bibliothèque. Donc on voit que pour un élément qui est souvent à l'extérieur, eh bien on est sur des niveaux sonores qui sont relativement bas et qui posent plus du tout de problème comme ça a pu être le cas. Si tant est que l'installation est bien dimensionnée. Et c'est à ce moment-là où il faut faire aussi attention quand on fait avec qui on travaille et à qui on s'adresse. Donc voilà, j'espère que vous avez pu prendre un petit peu mieux connaissance de comment fonctionne une pompe à chaleur. J'ai une question pour toi. Donc, il faut que l'air extérieur soit très chaud, ce qui est une très bonne nouvelle ces prochains jours parce qu'il va faire très très chaud. Mais on n'a pas besoin du chauffage. Par contre, j'ai l'impression que notre pompe à chaleur, elle peut faire autre chose avec cet air chaud. Alors, très juste. Donc, on parle beaucoup maintenant de refroidissement et typiquement, une pompe à chaleur peut maintenant être réversible. C'est-à-dire qu'on renverse le sens du cycle et puis ce qui fait qu'on va pouvoir prendre de l'énergie à l'intérieur du bâtiment, donc refroidir un bâtiment, et puis en contrepartie, réchauffer l'air extérieur qui, lui, est à l'extérieur de la maison et qui donc ne pose pas de problème. Et avec ce système-là, on arrive à tempérer des maisons en diminuant de 2 ou 3 degrés, c'est-à-dire qu'on va passer typiquement d'un environnement à 26 à un environnement à 23 degrés, donc quelque chose qui est très, très agréable pour les gens. Avec une sensation qui sera agréable aussi, c'est quand on marche et qu'on a un chauffage au sol, ben, le sol sera plutôt frais. Le sol sera frais et vos animaux de compagnie ne voudront plus quitter le sol, ça c'est clair. Troisième volet de ces pistes pour la diminution de l'énergie, de la consommation énergétique, eh bien, ce sont les panneaux solaires. On parle beaucoup des panneaux solaires et donc là, je profite de refaire un petit point sur les deux types de génération d'énergie solaire. Donc, dans un premier temps, le panneau solaire thermique qui produit de la chaleur. Donc, ce panneau-là, il a besoin d'avoir le soleil qui tape directement dessus, donc qui le chauffe, et ça va permettre de faire passer de l'eau à l'intérieur, de chauffer cette eau-là. Et puis, l'idée qu'on a là derrière, c'est de remplir les ballons d'eau chaude sanitaire. L'été, on va avoir beaucoup de soleil, donc beaucoup de chaleur, et puis on va utiliser cette solution pour faire de l'eau chaude sanitaire qui sera utilisée le soir, le matin pour les douches et pour la cuisine.
Il se combine particulièrement bien avec les chaudières à bois parce qu'on essaye de ne pas brûler du bois en été pour faire son eau chaude sanitaire, alors qu'on a toute cette chaleur à disposition qui vient du soleil. Il faut faire très attention avec cette technologie parce qu'il y a un risque de surchauffe si l'installation elle est mal dimensionnée. Alors de nouveau, et c'est un petit peu comme je vous le mentionnais pour la pompe à chaleur, c'est important de faire confiance aux personnes et aux entreprises avec qui on travaille, mais si c'est bien dimensionné, ça marche très bien. Il y a un petit entretien et un petit suivi de l'installation qui doit être fait, c'est-à-dire qu'on a quand même sur des conduites hydrauliques avec des circulateurs, avec de la régulation. Donc l'entretien qui est nécessaire pour cette solution-là, eh bien, il existe et on demande d'avoir une révision chaque typiquement 2 ans pour être sûr que le système continue à bien fonctionner. Mais ça, c'est particulièrement intéressant pour les bâtiments qui ont un chauffage à bois et qui aimeraient diminuer leur consommation de bois durant l'été. Et l'autre façon de mettre à profit l'énergie solaire, donc c'est le solaire photovoltaïque qui produit de l'électricité, non plus de la chaleur. Et puis, cette source, elle est et quand le soleil tape directement sur les panneaux, mais également quand on a un petit nuage ou que la journée n'est pas parfaitement belle. Vous l'avez peut-être vu, si vous en avez chez vous, ça continue quand même à produire correctement. Le solaire photovoltaïque, lui, se combine particulièrement bien avec les pompes à chaleur. C'est-à-dire que la pompe à chaleur va utiliser de l'électricité et donc elle va pouvoir, en cas de beau temps, que ce soit l'été ou l'hiver, eh bien, se servir sur une partie de l'électricité qui est produite sur place et ça permet de moins consommer de l'électricité du réseau. On a installé les premiers panneaux solaires il y a maintenant à peu près 40 ans et on voit que eh bien, c'est des cellules qui ont une très longue durée de vie et on est toujours dans des systèmes qui continuent à produire de l'électricité encore maintenant. Donc, c'est des installations qui ont une très longue durée de vie, à l'exception de l'électronique. Donc, il y a une partie électronique qui est à l'intérieur de ces installations qui doit être changée chaque environ 10 à 15 ans pour permettre de continuer à fonctionner. Mais ce n'est en tout cas pas la partie qui coûte le plus cher. Et mis à part ce remplacement chaque 10 à 15 ans, eh bien, on a un entretien qui est quasiment inexistant sur le solaire photovoltaïque, ce qui en fait une excellente solution. Et là, on a un retour sur une installation qu'on avait mise en service à l'époque en 2004. 20 ans après, les panneaux produisaient encore 85%. Ouais, on a vraiment sur une durée de vie qui est plus longue que celle qui a été espérée à la base dans ce genre de production. Alors qu'à l'époque, en 2004, on pensait que 20 ans après, on ne savait pas ce qu'ils allaient produire. Mais voilà, c'est pour l'anecdote. Voilà. Donc, je vous fais une petite conclusion. On arrive gentiment au bout du temps imparti. Donc, 3 façons principales de diminuer sa consommation énergétique: rénover son enveloppe, installer une pompe à chaleur et puis installer des panneaux solaires qui soient thermiques ou photovoltaïques pour permettre de diminuer sa consommation. Le plus important là-dedans, c'est de bien se faire accompagner, de faire appel à un spécialiste. Il y a beaucoup d'outils qui sont à votre disposition, d'audit et de conseillers en énergie qui vous permettent en fait de prendre les bonnes décisions et de vous lancer correctement dans ces réflexions-là. Je vous ai mis ici d'ailleurs pour terminer où trouver l'information. Alors chez Genedis, on a créé un programme d'efficience énergétique qui s'appelle EnergyFit. Vous avez toutes les informations à ce niveau-là sur l'énergie en général et sur les différents audits que vous avez à disposition. Et puis d'autres sites plus spécifiques, par exemple l'agence CECB, le programme bâtiment pour les subventions ou bien des solutions plus précises sur les installations thermiques, donc chauffage clé en main ou photovoltaïque clé en main. Voilà, c'était tout de mon côté. Je vous remercie pour votre attention et je réponds volontiers aux questions qui auraient été posées pendant le... Oui, alors il y a plusieurs questions, donc on va les prendre. Après, on peut aussi dire une chose, faites appel à un spécialiste. Les panneaux solaires, ça s'achète rarement en porte-à-porte, hein, par téléphone. J'irai pas plus loin. C'est tout à fait juste. Donc, quelques questions. Alors, pouvez-vous confirmer que le free cooling avec une PAC est autorisé uniquement si nous avons des panneaux solaires pour une nouvelle installation? Alors, le free cooling,
Si on entend free cooling, ça veut dire grosso modo refroidissement gratuit. Si on utilise uniquement le fait d'aller refroidir de l'eau dans une sonde géothermique, ce free cooling-là, il n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de mettre des panneaux photovoltaïques pour le faire. Par contre, si on démarre une pompe à chaleur, dès le moment où il y a une installation de pompe à chaleur qui tourne, à ce moment-là, on va devoir compenser avec une installation photovoltaïque. Okay, très bien. Faut-il nettoyer les panneaux photovoltaïques? Alors, moi, je l'ai fait dernièrement chez moi, en l'occurrence. J'aimerais bien t'entendre sur cette question. En fait, c'est clair, dans un monde idéal, il devrait toujours être propre, particulièrement quand il y a du pollen. L'idée que l'eau de pluie lave les panneaux photovoltaïques, c'est pas tout à fait juste. On est quand même sur de l'eau qui est quand même chargée, et donc ça vaudrait la peine de temps en temps de faire un nettoyage pour gagner en efficacité. Alors, après, il faut se méfier aussi de certaines publicités qu'on voit passer sur les réseaux sociaux et autre chose. Gagner 20% de production solaire en nettoyant les panneaux solaires. Non, je vais être très clair, je l'ai fait. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que la personne qui m'a nettoyé les panneaux m'a dit que l'installation était correcte, qu'il n'y avait pas de panneaux qui étaient cassés, qu'il a pu faire des photos, etc. Bon, j'ai attendu 10 ans, mais c'est vrai que peut-être un nettoyage de temps en temps. Après, avec toutes les normes de sécurité qui s'imposent, accessoirement. Ok, alors, on continue. Combien coûte approximativement un audit énergétique pour une maison individuelle? Alors, c'est une excellente question. Si on parle d'un audit CECB+, la maison individuelle, l'audit va coûter 2250 francs TTC. Et certaines communes subventionnent cet audit à concurrence de 500, voire 1000 francs. Donc, voilà, il faudra regarder s'il y a des subventions communales. Dans tous les cas, on est entre la visite, le clone informatique du bâtiment, on est sur 2 à 3 jours de travail. Donc, il y a vraiment beaucoup de travail qui est investi là-dedans. Pour ce qui est du chauffé renouvelable, donc qu'on appelle Energy Check chez nous, c'est un audit qui est gratuit pour le client final parce qu'il est subventionné à 100% par la Confédération. Donc ça, c'est très intéressant. Bien. Une très bonne question aussi. Est-ce que Genedis s'occupe aussi de la rénovation de l'enveloppe, isolation ou uniquement des aspects pompes et panneaux? Est-ce que vous avez des partenaires pour l'isolation? L'idée est de savoir qui va s'occuper de l'ensemble du chantier. Alors nous, on n'a pas vocation à réaliser ou suivre la réalisation d'un assainissement de l'enveloppe thermique d'un bâtiment. Par contre, lié à l'audit, on fait aussi du suivi au niveau des demandes de subventions. Et à ce niveau-là, eh bien, on fait un contrôle des offres, on vous accompagne dans la réalisation, mais plutôt comme conseiller. On n'a pas de gens avec qui ou d'entreprises avec lesquelles on est entre guillemets en contrat pour on ne joue pas le rôle du maître d'œuvre. On n'est pas un maître d'œuvre, on est vraiment des conseillers dans ce niveau-là. Alors, je prends la question, mais ça va m'orienter sur la suite. Quelques mots sur les CEL, communauté électrique locale. Est-ce que ça se met en place du côté Genedis? Oui, ça se met en place. Oui, ce sera l'objet d'un prochain webinaire. Donc, on ne va pas s'étendre sur cette thématique-là parce que rien que pour cette thématique-là, il faudrait en tout cas 20 minutes. Mais sachez que dans les prochaines conférences que l'on va organiser, on va traiter du stockage, des batteries, des CEL et des smart meters, ces fameux compteurs intelligents reliés à la fibre optique ou par GSM qui vous permettent de voir votre consommation via notre portail. Encore une question, qu'en est-il du V2G? Cette technique est-elle utilisable actuellement et sinon, à partir de quand? Alors, là aussi, je vais apprendre quelque chose. là aussi, c'est la même remarque, c'est-à-dire que j'imagine que c'est véhicule to grid. Donc l'idée de pouvoir utiliser son véhicule comme une batterie qui serait voilà. Donc là aussi, on pourrait rentrer dans ce détail-là sur tout un webinaire. Actuellement, pour être très clair, on ne le fait pas encore puisqu'il y a des problèmes au niveau des différentes facturations différentes. On va dire, technicalité au niveau des réseaux qui rend la chose difficile, mais c'est clairement un des axes de développement de la mobilité électrique. Magnifique, encore une question. Et puis, on s'était donné comme objectif de ne pas dépasser 13 heures. Sachez qu'il y aura des prochains webinaires. On va se permettre de vous envoyer un petit sondage aussi pour avoir vos retours sur la présentation qu'on a faite.
Aujourd'hui, on a fait 3 créneaux horaires, un à 7h30, un à 12h30 et un à 5h30. Ce serait également intéressant de savoir ce qui vous intéresse le plus. Et puis, par ce sondage qu'on vous enverra via Google Form, vous pourrez aussi nous dire les prochaines thématiques que vous souhaitez aborder. Et on va prendre la dernière question. Est-ce qu'il faut combiner une batterie avec les panneaux solaires? Comme beaucoup de choses dans l'énergie, ça dépend. C'est-à-dire que, bien entendu que c'est une vraie bonne solution pour augmenter l'autoconsommation. Ce qu'il faut surtout faire, c'est être certain que le profil de consommation et le profil de production soit OK pour avoir une batterie. Donc, ça peut être rentable selon vos situations. Et quelque chose je vais m'arrêter là-dessus, si vous avez un véhicule électrique ou une consommation nocturne importante, liée par exemple à une piscine ou autre, eh bien, ça va dans le sens de la rentabilité d'un stockage sur site. Parfait, merci Mathieu. On est arrivé au terme de cette deuxième session journalière de type webinaire sur l'efficience énergétique. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis, d'avoir sacrifié un petit peu de votre temps à midi. Et puis surtout, merci à Nadia, Céline et Carlos qui ont assuré la technique, car sans eux, pas de webinaire. Alors, bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Bon après-midi pour ceux qui commencent leur après-midi. Et puis, à bientôt pour un prochain webinaire. Merci Mathieu. Bonne journée.